Gaston, le nôtre, nous avons l'autre jour beaucoup parlé de ce que la Normandie vous devait ou de ce que vous deviez à la Normandie, puisque vous êtes de ce pays. Donc aujourd'hui, nous allons un peu l'abandonner, si vous voulez bien, pour nous occuper de la région parisienne, puisque vous êtes en fait parisien. Et je voudrais vous demander quel menu vous suggère notre capitale. Eh bien, ce n'est pas un menu que me suggère la capitale. On commencera volontiers par un souvenir plutôt de vacances, par une bouillabaisse froide de fruits de mer, accompagnée d'une fondue de tomates au basilic. Ensuite, je pense que nous pourrions là revenir un peu vers ma souche normande et vers l'élevage que je fais moi-même des veaux au lait pur, en vous présentant une rognonnade de veau aux petits légumes. Nous suivrons par une, si vous me permettez, oui. Oui, bon, oui. Eh bien, je pense par un fromage blanc fermier à la ciboulette. Et puis, nous allons faire un gâteau que j'aime beaucoup, un souvenir aussi là d'enfance, parce qu'il ne se fait plus beaucoup, un Paris-Brest en pâte à choux et mousse pralinée. Eh bien, voilà qui nous rapproche de la capitale, en tout cas, Paris-Brest. Mais pourquoi ça se l'appelle-t-il Paris-Brest? Eh bien, c'est un gâteau qui a été créé par un pâtissier qui avait fait ses débuts, son apprentissage à Paris, et qui, en souvenir, en nostalgie un peu, et qui avait réussi à prendre cette pâtisserie à Paris, et qui s'est installé à Brest de nombreuses années après, et qui l'a baptisé Paris-Brest en souvenir de ses débuts à Paris. Parfait. Eh bien, écoutez, je vais vous demander de présenter les ingrédients nécessaires à la confection de cette pâtisserie, de ce gâteau. Eh bien, nous allons faire un Paris-Brest assez copieux pour 8 couverts copieux. Alors, les quantités, donc? Alors, les quantités, nous faisons ce qu'on appelle un quart de pâte à choux, c'est-à-dire que nous prenons un quart de lait avec 10 grammes de sel, 10 grammes de beurre, 10 grammes de sucre. Nous prenons 150 grammes de beurre, 150 grammes de farine et 5 œufs moyens. Mais là, il y a un problème parce qu'il faut toujours compter et mesurer les œufs pour que ça ne passe pas 5 œufs par quart de litre, ce qui fait 20 œufs au litre. Nous allons dresser... Et ce que j'aperçois là? Les amandes effilées, eh bien, c'est pour recouvrir la pâte à choux avant aussitôt après, fini de son dressage. Après, on le poudre un peu de sucre glace et on va l'enfourner pour une cuisson, un four assez chaud, en réglage environ 6 à 7 au thermostat. Et vous êtes sûr que cette pâtisserie est facile à confectionner pour des ménagères? Enfin, ce n'est pas trop compliqué, ce n'est pas de la pâtisserie extraordinaire. Non, 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 non. Au contraire, je crois avoir pris aujourd'hui une recette qui est une recette assez simple que les ménagères, les maîtresses de maison pourront réaliser, accompagnées de leurs enfants d'ailleurs, qui ont hâte que tout ceci soit terminé pour pouvoir le goûter. Très bien. Alors, eh bien, nous pouvons y aller. Eh bien, voilà, nous allons prendre une petite casserole dans laquelle nous allons verser notre lait, le sucre et le sel, les 10 grammes de chaque, un bon beurre et toujours du beurre, rien d'autre. Ah, normand, on retrouve le normand là. Oui. Exactement. Et puis, dans cette opération, nous allons maintenant faire bouillir cet ensemble le plus rapidement possible. Nous allons casser nos œufs. Là, ces œufs que j'ai aujourd'hui sont jaunes, donc il faut prendre en pâtisserie de préférence toujours des œufs à coquille jaune. Alors là, nous avons donc notre mélange qui est fondu, qui est à bouillir, et nous allons jeter d'un seul coup notre farine entièrement dedans, n'ayez pas peur. Ne craignez pas les grumeaux? Non, 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 du tout, ça va. L'ensemble, si la recette est bien réalisée en proportion, il ne va pas y avoir de problème. Et on fait ce mouvement-là assez rapide, bien sûr. Dans les deux sens. De façon à pouvoir faire une masse. Alors là, je dégage maintenant un petit peu le fouet, si vous voulez. On retrouvera par la suite. Et je vais prendre une spatule pour maintenant dessécher, qu'on appelle dessécher la pâte à choux. Ce mouvement de possibilité de dessécher la pâte à choux, c'est pour arriver à ce qu'elle absorbe le maximum d'œufs dans sa composition finale. Voyez-vous, alors maintenant c'est prêt. Ça la rend plus légère en quelque sorte. Ça la rend plus légère. Oui. Voyez-vous, on arrive à détacher la pâte à choux des bords de la casserole. Alors j'ai préparé un tout petit cul de poule en inoxydable dans lequel nous allons verser notre mélange et de préférence, il est mieux que le petit récipient soit tiède. C'est ce que j'ai fait, de façon à toujours ne pas refroidir la masse de pâte à choux. Voyez-vous, qui doit se décoller toute seule de la casserole. Alors maintenant, nous allons fouetter légèrement
nos œufs. Nous allons les briser simplement pour que le blanc et le jaune se mélangent beaucoup Vous pouvez mieux. utiliser le même fouet, donc ça Le ne même pas fouet, trop ça n'a pas d'importance. Non, non, du tout, c'est extrêmement simple. C'est simplement pour que l'ensemble se mélange mieux lors de votre préparation de la masse. Alors, vous versez, là j'ai préparé 5 gros œufs. Alors, on met à peu près la moitié des œufs en premier lieu. Avec la spatule, vous pourrez faire d'ailleurs aussi avec le fouet, mais enfin, lorsque vous le servez d'un fouet, c'est un peu plus compliqué, puisqu'à un moment, il faut le lâcher pour reprendre la spatule, et vous corsez trop la pâte à choux. Il ne faut absolument pas travailler exagérément le mélange avec l'incorporation des œufs et dans la masse de pâte à choux. Alors, voyez-vous, on a mélangé tout de suite, voilà ce que ça donne. Il y a une préparation qui est homogène, qui est lisse, il n'y a pas de tonneau. Et puis, on va rajouter là peut-être un tout petit peu. Alors, dans le cadre de cette expérience, j'ai un tout petit peu trop de mélange de pâte à choux pour faire une couronne. Alors, ce que nous allons faire, vous le verrez tout à l'heure, avec le complément. Voyez-vous, à la fin, il faut plutôt couper que travailler, n'est-ce pas? Vous coupez, vous incorporez le reste d'œuf, ou une partie, et sans trop travailler. Ah oui. Voyez-vous, on a une pâte très lisse et qu'il faut tenir plus ferme dans le cadre d'une réalisation d'un Paris-Brest parce qu'il va falloir pocher cette pâte à choux. Voyez-vous, alors là, il y a une texture. Bon, vous voyez, une plaque du four, tout simplement. Une feuille de papier, si possible, siliconée ou Sulfurisé? sulfurisée. Oui. Voilà, c'est ça, pour protéger, puisque maintenant, il est très rare que l'on continue, que l'on dresse directement des produits sur la plaque sans se servir d'un papier. Il en existe beaucoup de sortes dans le commerce maintenant qui sont perfectionnés, enfin qui permettent une amélioration. Le produit ne colle pas. Alors ça s'appelle? Alors ça, c'est donc, Cet instrument. nous garnissons, c'est une poche à douille, n'est-ce pas, qui permet de garnir et de faire après tout ce que l'on désire faire avec. Voilà, on va prendre une petite corne pour... Vous pouvez dresser des éclairs, des choux, et là, ces éclairs et ces choux n'ont pas besoin d'être consommés le jour même. Vous les dressez sur une feuille de papier, vous les mettez à surgeler dans votre réfrigérateur, dans la partie du fraiseur, n'est-ce pas? Alors là, nous allons dresser maintenant, je vais vous tracer un cercle sur la feuille de papier. Ça peut se faire d'une façon, où on trace un cercle si on veut tracer sur le cercle que l'on fait, n'est-ce pas, avec un crayon, ou bien au contraire, on laisse le cercle à tarte légèrement beurré et on fait les ronds à l'intérieur. Ça, c'est pour une maîtresse de maison qui n'aurait peut-être pas tout à fait le tour de main voulu pour faire le cercle directement sur la feuille. Alors, voyez-vous, on commence la pâte à choux, on fait... Ça, c'est parce qu'il y a un petit peu d'air dans la poche. Faites un premier cercle. Un deuxième au milieu. Vous faites le troisième cercle à cheval sur les deux autres précédents. Voilà. Bon. C'est de l'art, dites-moi. Non, pensez-vous, c'est un tour de main, c'est tout. Alors là, vous ajoutez tout de suite vos amandes effilées sur votre gâteau. Si vous le faites immédiatement, vous n'êtes pas obligé de le dorer. Si vous attendiez, vous seriez obligé de le dorer avec une dorure au jaune d'œuf, permettant qu'il y ait, si vous voulez, une prise de contact entre les amandes. Voilà. Et vous expulsez celles qui sont en trop. Exactement, ça en servira la prochaine fois pour un autre travail. Alors, on poudre. Vous ramenez un tout petit peu vos amandes. Vous poudrez soit avec du sucre semoule, soit avec un peu de sucre glace, comme je le fais là. Et maintenant, nous allons passer à l'enfournement du gâteau. Voici la préparation première. Voyez-vous que c'est très simple. Vous pourriez le recommencer vous-même tout à l'heure. Vous avez compris. Hein? Je ne suis pas sûr que j'essaierai, mais... si, je vous assure. Oui, peut-être. Reste ça un dimanche à la campagne. Voilà. Alors, dites-moi, alors là, nous Gaston allons... Lenôtre, quelle température de four? Température de four, en professionnel, nous dirions 200 degrés. Oui. Pour une maîtresse de maison, 200 degrés, les fours ménagers ne sont pas encore réglés pour avoir vraiment des températures exactes. Alors, nous allons jouer sur un réglage à 6. Réglage de 6 convient bien. Oui. Et nous avons à peu près 18 minutes de cuisson. Voilà. Bien, Gaston Lenôtre, tout à l'heure, vous nous avez montré quels étaient les ingrédients qui entraient dans la composition de la pâte à choux. Maintenant, il va falloir que vous livriez au même exercice pour la suite des opérations. Mais avec grand plaisir, cher ami. Alors, nous avons le lait.
Nous allons faire bouillir le lait avec la gousse de vanille. Et ensuite, nous préparerons la masse entre les œufs, le sucre et un tout petit peu de farine, le moins possible. Alors la farine, Là, la voici, les œufs, voilà, le sucre, et la gousse de vanille est dans le sucre. La gousse de vanille, nous allons la fendre dans toute sa longueur pour profiter au maximum de son parfum. Parce qu'il faut toujours qu'une gousse de vanille soit utilisée fendue, ce que beaucoup de maîtresses de maison oublient, parce que sinon, on n'a qu'une partie du parfum. La poudre de vanille est déconseillée, je suppose. Absolument. Il faut prendre de la vanille, et surtout pas de la Tahiti, uniquement de la Bourbon, première qualité. Oh, la Bourbon, c'est... La Bourbon, c'est Madagascar. Bien. Alors, nous allons donc laisser infuser la vanille dans le lait. Quelle quantité de lait mettez-vous? Alors là, nous avons mis 1 demi-litre de lait. 1 demi-litre. 1 demi-litre de lait. Alors là, voyez-vous, je clarifie. Ça s'appelle clarifier les œufs. Alors, cette composition, c'est une crème pâtissière assez riche, puisque vous avez 6 jaunes d'œufs pour 1 demi-litre, ce qui met 12 jaunes d'œufs au litre, n'est-ce pas? Oui. Et alors, nous séparons le blanc du jaune. Il faut... Excusez-moi. Je crois qu'il faut penser que la qualité des matières premières est toujours le souci d'une bonne réalisation. Le problème, c'est qu'il faut surtout bien séparer, parce que l'utilisation de ces produits, de ces matières premières, n'est-ce pas, entre les œufs et les blancs, c'est tout à fait différent. Alors, les blancs d'œufs, nous servirons un autre jour pour faire des meringues, par exemple, ou un tas d'autres produits, d'autres possibilités pâtissières. Alors là, maintenant, j'ajoute le sucre semoule. Alors, il y a quelle quantité? 150 grammes de sucre semoule, Oui. n'est-ce pas? Et nous allons travailler pour alléger l'appareil et le blanchir tout de suite. Il ne faut jamais laisser le sucre en contact direct avec les jaunes d'œufs sans les travailler tout de suite, car vous brûlez. Le sucre brûle la pellicule de jaune d'œuf. Je pense qu'il y a quelque chose d'ordre anormal. C'est un petit morceau de vanille Ah, qui est resté. oui. Je le mets encore. Bon, alors voyez-vous, Vous travaillez longtemps? l'important, il faut bien le faire blanchir, il faut que ça fasse un peu le ruban, comme pour un biscuit. Alors, nous avons donc ce mouvement que je vais montrer pour nos spectatrices. Vous remuez ça rapidement, en surveillant que le lait ne déborde pas pendant ce temps-là. Alors, l'important, je disais, c'était d'avoir des matières premières de toute première qualité. C'était ça la base de la pâtisserie. Ensuite, d'avoir la technicité, mais peut-être même avant toute technicité, c'est la propreté. Hein, ce qui compte le plus pour réussir et avoir un gâteau très fin, comme un plat, un merveilleux plat par exemple de nos amis Trois Gros ou Bocuse, c'est d'avoir des matières premières extraordinaires. Alors après, eh bien, c'est la technicité, c'est donc la façon, c'est le métier, c'est le tour de main. Oui, oui, bien. Alors là, vous avez vu, maintenant le sucre est à peu près fondu dans la masse, on a un peu blanchi l'appareil. Là aussi, vous avez une crème pâtissière qui va être bien jaune naturellement, puisque nos jaunes d'œufs étaient très jaunes. Et je crois que nous avons un lait qui commence à frémir. Ah, ce coup de fouet est fait pour expulser la peau du C'est ça, lait, pour la non? remélanger dans l'ensemble. Eh bien, notre Paris-Brest se comporte très bien, il pousse généreusement. Alors là, nous avons juste 30 grammes de farine, entre 30 et 40 grammes selon la force de la farine. Mais il ne faut pas prendre une farine spécialement de gruau, mais une farine tamisée, toujours tamisée, n'est-ce pas? Vaut mieux la retamiser même chez soi, à travers soit d'un petit tamis, soit d'une passoire, pour éviter qu'il y ait... Maintenant, on a des farines sur le marché qui sont... Voyez-vous, alors là, on ne travaille plus maintenant la masse. Faut tourner simplement. On tourne simplement. Il ne faut surtout pas la travailler pour ne pas la corser, parce qu'une crème pâtissière corsée, c'est véritablement pas bon. Maintenant, notre mélange frémit, a bouilli. Nous n'allons pas le laisser aujourd'hui infuser pour plus longtemps parce que nous n'avons pas le temps. Et on incorpore d'abord une petite partie du mélange pour du lait dans la masse, toujours sans la travailler, simplement pour qu'elle soit plus facile Ah oui, la manipulation à manipuler, sera plus... si vous voulez. Et on va pouvoir faire les deux mélanges ensuite, Quel sans parfum. risquer de brûler les jaunes, n'est-ce pas? Ah bon, hein. Ça sent très bon. La vanille, vraiment, c'est un produit... Il y a beaucoup de pays, vous savez, qui n'aiment pas le goût du parfum de vanille. Oui. Oui, c'est curieux. Je l'ai constaté et nous, on adore ça. Je crois que c'est... Et vous laissez la vanille dans Alors, le... on laisse la vanille cuire avec, on la laissera toujours infuser, même pendant la période de refroidissement. Ah, c'est-à-dire qu'on Ah, ne l'a voyez-vous. noté qu'à la fin. Voilà, exactement. Oui, oui. Au moment de se servir de la crème, on tirera la vanille simplement à ce moment-là. Là aussi, s'il nous reste de la crème pâtissière, si on en avait fait un petit peu trop, eh bien, on peut s'en servir pour, naturellement, la parfumer au café au chocolat et la mettre tout à l'heure dans ce que nous avions exprimé, c'est-à-dire les petits éclairs qu'on aurait fait avec le supplément de pâte à choux du Paris-Brest, n'est-ce pas? Rien ne doit se perdre.
Alors, est-ce que vous agitez constamment pendant la cuisson? Là, nous agitons. L'important, c'est que ça ne prenne pas au fond de la casserole. Il faut donc avoir des casseroles à fond épais. Maintenant, c'est facile parce que, bon, professionnellement, on se sert presque toujours de casserole en cuivre étamée à fond très très épais. Mais voyez-vous, cette casserole en inoxydable, avec son fond épais, ira très très bien. Alors, le problème, c'est que vous allez la laisser pasteuriser, et si vous en servez cette crème pâtissière la journée même, vous n'avez pas besoin de la faire cuire très longtemps. Vous la faites laisser bouillir 30 secondes. Oui, oui. Mais si vous voulez la garder pendant une conservation plus longue, de 2 jours par exemple, il faudrait carrément la pasteuriser, c'est-à-dire porter son ébullition et maintenir l'ébullition pendant, disons, 2 minutes. Ah oui. N'est-ce pas, pour arriver à la cuire à cœur. Et il y a un avantage pour la conservation. Et un deuxième avantage, c'est que même que nous n'ayons mis que 30 ou 40 grammes de farine, selon les qualités, qu'on peut d'ailleurs être remplacé par de la crème de riz ou de la maïzena, mais vous avez donc la possibilité, en la laissant cuire, de supprimer le goût de farine que l'on rencontre, qui est très souvent désagréable dans certaines sauces. En cuisine, on a supprimé tous les roux et tout cela, heureusement. Eh bien, en pâtisserie, on ne peut pas supprimer la totalité de la farine, parce Bien que quand même, ça rentre dans beaucoup de préparations. Mais là, on peut faire, là j'ai pris de la farine, mais on utilise plus couramment de la crème de riz ou bien une crème à base de maïs, de maïzena. Alors, on va surtout bien chercher dans les coins de la casserole, si on peut dire qu'il y ait un coin dans une casserole ronde. Enfin, il faut faire un mouvement qui permette... Et quand sentez-vous le moment d'en finir? Eh bien, au moment où vous allez voir la première ébullition, là, il faut normalement baisser un petit peu le feu pour qu'elle ne prenne pas toujours au fond de la casserole. C'est ça. Ouais, voyez-vous, alors maintenant, nous avons une masse qui est, voyez-vous, qui commence à prendre. Et en même temps, elle commence à souffler, si vous voulez. On commence à avoir l'ébullition. À ce moment-là, bon, eh bien, vous la retirez, on va la débarrasser. De la vanille? Non, nous allons la débarrasser pour qu'elle refroidisse, puisqu'on a besoin d'utiliser froide dans notre préparation de crème Paris-Brest, de mousse pralinée. Voyez-vous, alors... Qu'appelle-t-on praliné? Eh bien, le praliné, c'est un mélange. Dans certains pays, c'est tout ce qui consiste, tout ce qui est bonbon chocolat. Par exemple, en Suisse et en Allemagne, on appelle praliné le nom de l'ensemble des bonbons chocolat, n'importe lesquels. Que ce soit une cerise au kirsch ou autre. Rien de commun avec la praline? Rien, non, mais c'est sur les mêmes bases de départ. Alors oui, nous avons donc ici. Alors là, nous fouettons un petit peu pour rendre l'appareil très homogène. Maintenant, on laisse la vanille dedans. Cornons comme il faut le récipient. Et alors maintenant, vous direz, la crème pâtissière doit maintenant, qu'est-ce qui va devenir? Elle peut croûter. Alors, 2 solutions. Ou bien, vous prenez... Vous ne l'aurez pas dit, mais... parce que je n'en savais rien. Voyez-vous, monsieur Piagnot, on prend soit une noisette de beurre et on étale tout à la surface, ça va fondre, ça permet de faire une pellicule pour que ça ne croûte pas. Mais là, comme nous avons un peu de sucre glace dans une poudrette, ça fera le même service, voyez-vous. Alors on poudre copieusement, le sucre à la chaleur va fondre, va faire un petit sirop dessus, une pellicule, qui va permettre que la crème pâtissière refroidisse sans problème et sans croûter, parce qu'il ne faut surtout pas de grains dans la crème pâtissière. Voilà, cette préparation maintenant est terminée. Voilà. Alors ça va nous allons refroidir, oui. Et puis nous allons passer tout de suite à la production de la crème pâtissière, de la crème Paris-Brest pralinée. Bien, alors maintenant, une troisième préparation. C'est ça. C'est un peu compliqué, votre... Non, c'est pas compliqué. Hein? Non, une fois que c'est bien mis noir sur blanc, c'est pas compliqué. Bon. Alors, un petit récipient avec le beurre que nous allons mettre dans ce récipient. Quelle quantité? Nous allons mettre 150 grammes de beurre. Alors, c'est destiné à quelle préparation maintenant? Alors, la crème, la mousse pralinée, oui. Pour pouvoir garnir notre couronne de pâte à choux, qui sera baptisée Paris-Brest une fois que toutes ces opérations seront réalisées. Alors là, nous allons travailler ce beurre et nous allons ajouter 75 grammes de praliné. Là, il est en poudre, il pourrait être en pâte dans la préparation. Et maintenant, il faut que la masse puisse s'alléger. Ah oui. Voyez-vous, on a encore. Oui, il faut bien la travailler. Hein. Là, j'avoue que ça va faire sortir la masse de notre petit fouet.
faut rendre un bloc de beurre moussant avec le contact du praliné et du beurre. Alors une fois que cette masse est devenue assez légère... Vous le sentez à la main? Oui, alors? je sens la main, oui, oui. À ce moment-là, on incorporera progressivement la crème pâtissière dedans. Je vous demande... Ah oui, nous ne laissons pas brûler le Paris-Brest, enfin, l'équivalent. Alors voyez-vous, la couronne est prête. Super. Elle doit être prête à peu près en même temps que notre crème. Voyez-vous que c'est assez rapide à faire. Alors là, il faut tout de suite prendre un couteau-ci, petit ou grand, peu importe, et tout de suite dégager la couronne en deux. Voyez-vous, il faut tout de suite la couper rapidement, sinon après, vous auriez des difficultés. Alors voilà les deux morceaux de cette couronne. Je dégage le papier qui ne sert plus. Oui. Ici. Et là, nous allons laisser les deux couronnes refroidir séparément. Voilà, bien. Alors, continuons notre crème. Je préfère, quand on peut le trouver, pour les maîtresses de maison, le praliné en pâte, le praliné comme nous servons, que nous produisons nous-mêmes. Le praliné, c'est une confection. Quand il est fait dans les règles de l'art, on fait cuire du sucre à 125 degrés, c'est-à-dire au petit boulet, en termes techniques. Et ensuite, on ajoute des amandes sèches à raison de 1 kg d'amandes pour 800 g de sucre fondu. Et on continue pour faire les pralines que vous avez vu, tout le monde a vu faire votre enfance et qu'on va encore faire sur les foires. Et après, ce produit-là peut être ou qu'on cache. Alors on le porte juste à la couleur des pralines. On le dégage sur une plaque légèrement huilée. Et ensuite, on peut le broyer ou le concasser ou en faire carrément une pâte qui est plus facile pour nous à travailler. On trouve dans le commerce des on trouve, oui, concassés. Oui. De toute façon, sur demande, j'en expédie à tous les clients qui veulent bien en recevoir. On leur envoie. On leur envoie un petit peu déjà, c'est vrai. Surtout depuis le livre. Voyez-vous, la masse s'allège. Il faut que la crème pâtissière soit bien froide, n'est-ce pas, pour être incorporée dans la masse. Et sinon, vous avez des difficultés parce que votre masse va être beaucoup trop molle et au lieu de monter, elle s'étalera lamentablement. Hein. Voyez-vous, elle a pris déjà une certaine légèreté, voyez-vous. Là. Donc là, elle est bonne à être utilisée. Pratiquement à point, là. Elle était pratiquement à point. Je vais goûter. Très bien. Impeccable. Voilà. Notre couronne. Nous reprenons donc notre couronne de pâte à choux, que vous voyez. Et nous allons la garnir maintenant avec la crème Paris-Brest qui est terminée. Vous n'avez pas utilisé toute la crème pâtissière? Oui, il y en avait un tout petit peu parce que je jugeais que la consistance était suffisante. Oui. Les œufs étaient un peu gros, puis là peut-être qu'il en restait un tout petit peu. C'est pour mettre dans les éclairs tout à l'heure. Oui. Voilà. Nous avons notre sac à pocher ou notre poche à douille, comme on voudra. Et avec ceci, nous allons garnir maintenant notre Paris-Brest. Voyez-vous? C'est fort simple, c'est vraiment un des gâteaux totalement ménagés. D'air dans la douille. Alors je me répète, il ne faut surtout pas consommer ce gâteau trop froid. Maintenant, il faut le laisser reprendre un peu le réfrigérateur, mais le sortir 3/4 d'heure avant de le consommer. Voilà. Et voilà le produit terminé. Vous poudrez légèrement. Un nuage de sucre glace et le tour est joué. Parfait.